Et c'est la dernière ligne droite avec nos chers invités, Kwame Vieso à Clesso et puis Louis Kamako, avant d'aborder le sujet sur le Togo et sur le coup d'envoi de la plateforme industrielle d'Aditi Copé. On continue un peu sur ce sujet de la Guinée-Conakry qui passionne véritablement. Oui, Louis Kamako, vous avez la parole. Oui, et vous étiez en pleine démonstration. Oui, exactement. Je disais tout à l'heure que cette junte-là ne veut pas donner le pouvoir aux civils, peut-être parce que tous ces civils-là ont déçu les Guinéens. C'est-à-dire que le politicien guinéen, c'est celui qui est fort dans la démagogie, c'est celui qui a pour vocation de faire ce qu'on appelle pirouette, parce qu'on est opposant le soir et à midi, quand on prend le pouvoir, on remet les mêmes bêtises. Vous voulez parler de Alpha Condé peut-être? Bien sûr, bien évidemment. Oui. Vous avez vu le temps qu'il a fait, le temps qu'il a milité dans l'opposition, 40 ans, c'est-à-dire que plus de presque 2 décennies, 2 générations, presque deux générations. Mais aujourd'hui, quand il a pris le pouvoir, il a plutôt basculé la Guinée dans la misère et puis a fait reculer le pays sur beaucoup de plans. C'est d'ailleurs pourquoi peut-être les jeunes qui applaudissent la junte militaire voient en cette junte le salut. Oui, le salut, le Messie. Le salut, le Messie. C'est vrai que je le disais tout à l'heure que le pays a déjà vécu ce genre de scénario. Mais aujourd'hui, quand vous voyez Doumbouya, ça dit que c'est l'homme providentiel. Et c'est pour cela que beaucoup de gens tentent de qualifier son coup d'État. Ce sont ses débuts, c'est normal. Oui, c'est normal, mais quand vous voyez les actes qu'il est en train de poser, moi je l'ai toujours dit. On a vu dans des pays où, quand un président a été déchu, on voit que les dignitaires de ce président-là ont été martyrisés, matraqués. Mais Doumbouya n'a shooté à aucun cheveu de qui que ce soit. Aujourd'hui, il est en train de les protéger, si ce n'est que cette décision-là qui est relative, en fait, à cette volonté de geler les comptes financiers. Et ça s'explique, même si vous êtes dans un état normal, même si vous êtes dans une gouvernance normale et que à un moment donné, on veut changer de régime, on veut faire un remaniement ministériel, on gèle le compte financier de tous les ministres pour que les gens ne fassent pas des opérations et peut-être essayer de traficoter les choses. Donc, il est dans une logique aujourd'hui que tout le monde, ou bien tous ceux qui s'y connaissent dans la gestion publique peuvent apprécier. C'est le premier point sur ce que disait M. Akeso. Second point, avant d'aborder, avant de répondre à ta question, c'est quand il tente de retrouver derrière ce coup d'État la France. Je suis, moi, peut-être un peu sidéré de constater qu'à chaque fois, on voit la France, on voit toujours une main noire. Dans tous les cas, il y a des signaux. Le gars a fait la France. Oui, s'il a fait la France, il s'est marié à une Française. Peut-être que c'est un pur hasard. Il a fait une formation en France. Ouais. Il est là-bas. Il y a eu des déclarations contre la France de la part d'Alpha Condé. Condé même qu'il a déniché. Il a vu que c'est un bon talent. Et il a eu conscience, ça dit que Doumbouya et Condé sont presque de la même ethnie, sont des Malinqués, ils sont des cancans. Donc peut-être c'est aussi ça. On l'a dit sur ce plateau que pour une sécurité présidentielle, on ne la confie pas à n'importe qui. Il faut que vous la confiez à votre proche, à un homme de confiance. Donc c'est ce qu'il a fait en ce moment. Maintenant, si c'est Doumbouya qui dépose Condé, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose en fait. Ouais. Ça veut dire que réellement ça ne va pas en Guinée. C'est comme tu es en train de repousser à un moment donné ton mentor. Et puisque tu veux te mettre sur le droit chemin, tu ne peux pas cautionner l'injustice, tu ne peux pas cautionner la gabegie financière, tu ne peux pas cautionner le fait que la justice soit au bord de l'exécutif, tu ne peux pas cautionner que des opposants soient contraints à l'exil, tu ne peux pas cautionner que le passeport, en fait, de pas mal de personnalités soit retiré et leurs interdisant, en fait, de voyager. Donc, c'est tout cela que Doumbouya a vu et qu'à un moment donné, il a dit, mais il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Dans des pays normaux, je pense que c'est ce qui se fait quand le peuple a tout donné, parce que ce peuple guinéen a tout donné, mais à un moment donné,
je suis tenté de dire qu'il s'est résigné. Et quand il s'est résigné, l'armée a pris ses responsabilités. C'est ça vraiment le rôle d'une armée républicaine. Donc je pense que c'est ce que Doumbouya a fait aujourd'hui. Quand vous voyez en fait ce qui se fait, quand vous avez un œil là-bas à Conakry, vous allez juste constater que plus de 90% saluent aujourd'hui ce coup d'État. Et je le disais tout à l'heure, c'est à dessein que je nommais le nom du général Konaté. Vous avez vu le rôle qu'il a joué en 2010 dans la section pour permettre en fait à Condé de prendre le pouvoir. Quand vous questionnez l'histoire, vous allez juste vous rendre compte qu'en 2010, Alpha Condé n'a pas gagné, mais le général Condé a tout fait pour qu'il accède au pouvoir, juste parce qu'on voyait en lui un homme providentiel, le Messie, mais malheureusement, quand il est venu, il a fait la pirouette aussi, il a replongé la Guinée dans les mêmes travers. Maintenant, revenant à ta question, je voudrais dire que ces 6 mois que dans la CEDEAO, je ne pense pas que ça va faire l'affaire parce que on a eu tendance à croire que les problèmes en Afrique peuvent être résolus par les élections. Non, les élections ne résolvent pas le problème. Si les élections résolvent les problèmes, je ne pense pas qu'il y aura coup d'État actuellement en Guinée parce que tout récemment, le pays était en fait à organiser un scrutin présidentiel qui n'est pas aussi de ce nom, il faut le préciser. Oui, mais élection, il y a eu. L'essentiel, c'est pour la CEDEAO, c'est-à-dire que si on lit entre la ligne, l'essentiel, c'est d'avoir une élection. C'est ce qui s'est passé en Guinée l'année dernière. Donc, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Comment est-ce que le peuple malien va parvenir à subvenir à ses besoins? Comment est-ce qu'on va mettre fin à ce qu'on appelle gabégie financière? C'est ce que Doumbouya tente de faire. Donc, je ne pense pas. Je suis juste désolé que la CEDEAO tente de mettre le focus sur les élections. Les élections viendront, on va les organiser. Un civil viendra peut-être prendre le pouvoir, mais le problème guinéen ne va pas être résolu. Coach, on se souvient Charles Ayoko, qui est la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, a dit que la junte était incapable de fixer même un calendrier. La CEDEAO va trop vite en besogne puisque les concertations, on l'a déjà dit, vont finir ce vendredi. Et c'est à partir de cette concertation qu'on aura le calendrier et beaucoup de choses sur la transition à venir. Quand le Doumbouya a fait son coup d'État, la Guinée avait un gouvernement qui marchait. Et si on remettait le pouvoir, le même gouvernement qui essayait pouvait faire tout ça là. Moi, je fustige la CEDEAO et je fustige également la junte. Je dis que l'élection, ce n'est pas une magie ou ce n'est pas aussi quelque chose d'extraordinaire pour dire qu'on a besoin de temps, on n'a pas besoin de temps. Je t'ai déjà dit ici un jour que j'ai observé, j'ai déployé de 60 à 80, voire 120 personnes sur les 3 élections du Togo. Et comment c'est organisé, tout ça là, ça ne crée pas tellement de problèmes parce que je dis, il y a déjà ces forces. Surtout, on sait dans quelles conditions ces élections sont organisées en Afrique. Oui. Celui qui gagne, gagne toujours. Oui, la démocratie met le point sur l'organisation des élections, mais elle ne vérifie pas comment l'élection est organisée. Edgar Lungu a organisé les élections. Il a perdu. Ça n'arrive que la semaine. Oui, des fois, il faut demander aussi, est-ce que nos opposants ont le mérite de gagner? Il ne faut pas forcément qu'on dise que le pouvoir a volé, parce que j'étais à Gapé, je pense, où quand vous alliez, certains partis n'ont pas de représentants et que c'est d'autres partis qui ont délégué leurs éléments pour représenter les partis qui ne sont pas là. On ne combat pas quelqu'un en laissant que l'autre envoie ses éléments travailler pour toi. En citant que cela, il y a eu plusieurs choses sur le territoire. Donc, c'est que je dis, nous devons être sûrs que d'abord, que les élections là, les opposants là, mérite de gagner les élections là. Un opposant ne peut pas croiser les bras et puis il va gagner une élection. Il faut déployer. Pour vous, les élections ne sont pas forcément la panacée en Guinée-Conakry actuellement. Je suis sûr que, je ne dis pas ça, mais je suis sûr que si c'est que la junte avait remis le pouvoir aux civils et que la junte même contrôle les élections et qu'on élisait quelqu'un d'une manière démocratique, ça pouvait changer la donne. On parle de gouvernement d'union, c'est d'ailleurs pourquoi... Oui, justement, est-ce qu'on a besoin de... Ouais, dans quel pays en Afrique on n'a jamais fait gouvernement d'union? Il l'a déjà dit, est-ce que ça, la mayonnaise a pris? En réalité, c'est que ce n'est pas que politique le problème est social, interne. N'oublions pas que le fameux Mamadou Doumbouya n'a pas
100% de l'assentiment des Guinéens. Il y a les pros Condé aussi qui sont là. Moi, j'ai lu quelqu'un, il s'est fusillé, même il a dit qu'il aura la même malédiction du ciel sur les gens, parce qu'en Afrique, on ne destitue pas un chef. Il a dit des choses comme ça. C'est pour dire que le cas guinéen, je dis que la CEDEAO se tourne pour des sanctions, parce que aujourd'hui, les Guinéens vont certainement dire combien de temps ils ont besoin pour le pouvoir. Mais quand tu es venu pour balayer une maison, tu n'as pas besoin de refaire tout. On ne peut pas me dire que l'État guinéen n'a pas une scolette gouvernementale. Il y a ça, il y a les ministres, ça fonctionne. Et on dit qu'il y a la continuité dans l'État, la continuité de l'État. Donc, même s'il y a l'État, les activités se font actuellement. Il y a les hôpitaux qui travaillent, il y a des banques qui travaillent, qui fonctionnent. Donc, il y a ça là, il y a déjà ça. On devait juste essayer d'organiser les choses pour que les gens viennent. Maintenant, quelle révolution africaine ou dans le monde n'a jamais dit au début qu'il va bien faire? Je dis que même Sankara, si on lui avait laissé finir, il aurait commis des erreurs aussi. Et n'oublions pas que le problème avec nous, c'est que je suis désolé par rapport à ce que Luc dit, que c'est la France. Mais quand c'est le noir, disons-le, c'est le noir. Quand c'est bleu aussi, donc c'est le bleu. Vous allez constater que Sylvanus Olympio, c'est Nicolas Grenier qui est son beau, que la France a suscité contre lui. Vous allez au Burkina, Thomas Sankara, c'est son ami Blaise Compaoré qu'on a pris contre lui. Donc c'est comme ça les choses. Même quand nous allons au niveau de RDC, Zaï dans le temps, c'est Patrick Mouba, Mobutu était son ami. Ouais, c'est comme ça en fait. Ouais, il faut utiliser quelqu'un de plus proche. Donc c'est pourquoi je dis, rien n'est anodin. Et j'aurais voulu dire à lui que voilà la preuve. Mais comme je n'ai pas la totalité des preuves, sinon, moi je suis sûr que c'est quand un président africain décide d'avoir la France au dos qu'il a des problèmes. C'est ce que je dis. Et si ça peut changer, c'est bien. Sinon, les Guinéens... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ailleurs, les gens n'ont pas la France au dos, mais dans leur maison, ce n'est pas la sérénité. Je ne veux pas citer aucun pays. Ouais, non, pour le moment, je ne me base que sur la France. Si c'est qu'on était sur un pays qui n'avait pas France comme mentor, alors j'allais le dire aussi. On revient sur la CEDEAO, Louis Kamako. On a l'impression que la CEDEAO court. Et puis la junte aussi est en train de courir, pas forcément sur les mêmes pistes, parce que déjà jeudi, c'était la 3e journée de concertation organisée en Guinée-Conakry. Parallèlement, la CEDEAO organise une réunion et sanctionne la junte. Elle n'a même pas attendu, au moins vendredi, pour voir le terme de cette concertation, j'allais dire. Oui, ça veut dire que tout ce que dit la CEDEAO ne fait ni chaud ni froid à cette junte-là. Je crois l'avoir dit ici à plusieurs reprises, parce que toutes ces sanctions-là... Et vice-versa également. Vice-versa. Tout ce que dit la junte ne fait voilà, rien à la CEDEAO. C'est ça en réalité. Ça dit que tout le monde est dans sa logique. La junte, c'est ce qu'elle fait. La CEDEAO aussi, c'est ce qu'elle fait. Ça dit que quand vous voyez les premières sanctions, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait des sanctions, ne serait-ce que des sanctions politiques. Aujourd'hui, la CEDEAO dit qu'elle prend en fait les poutistes pour responsables de ce qui pourrait arriver à Condé. Et puis, il interdit tout voyage des poutistes et puis promet des sanctions individuelles aux membres de la junte. Tout ça, quand vous analysez, moi, je le trouve très léger. Je le trouve très léger. C'est tout simplement pour nous dire aujourd'hui que la CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique. Quelqu'un l'a dit. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on aseptise les propos. Quand on parle de cette CEDEAO-là, la CEDEAO, par essence, n'a pas été créée pour résoudre les crises politiques. C'est juste parce que il n'y a pas, c'est vrai que l'Union africaine peut jouer le jeu, mais compte tenu de l'insécurité dans la sous-région, l'institution sous-régionale a obligé en fait de se positionner par moment sur des crises comme ça pour pouvoir dire quelque chose. Donc aujourd'hui, je pense, je le disais tout à l'heure, que toutes ces sanctions-là n'émeuvent personne, parce que Doumbouya, lui, il a son agenda, il a son plan qu'il continue pas à dresser, qu'il continue pas à dérouler. C'est vrai que dans le communiqué de la CEDEAO, on a demandé au président en exercice, Nana Akufo-Addo, d'aller notifier, que ce soit à la junte en Guinée ou à la junte aux Maliens, des nouvelles sanctions prises à leur encontre. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là que Doumbouya continue pour le moment pas travailler, parce que il va peut-être dire qu'il n'a pas encore connaissance de ces sanctions-là. Donc, mais peu importe ce qu'on dit, je pense que les deux
en fait, la CEDEAO et la junte aujourd'hui sont diamétralement opposées. On termine par le Togo. La plateforme industrielle d'Adéti Copé désormais opérationnelle, inaugurée le 6 juin dernier par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. La plateforme industrielle d'Adéti Copé PIA, développée par Arise en partenariat avec la République togolaise, est désormais opérationnelle. Ce hub économique qui ambitionne d'industrialiser le Togo repose sur 2 éléments logistiques clés: le terminal du port sec et le parking à camions. Coach et sort à Clesson, ces 2 éléments clés, on parle du terminal du port sec et parking à camions. Vous pouvez un peu nous expliquer cela? Je pense que c'est pour désengorger le port autonome de Lomé et essayer de créer une affluence et d'autres emplois directs et indirects dans le milieu qu'on a essayé de faire ces choses. Mais quand il parle de parking, vous allez au niveau du port, il y a plusieurs parkings qui sont entassés dans les environs de Simtogo et Kosola. Donc quand on les délocalise ou quand on en crée, ça devait permettre plus d'affluence, plus de circulation, la facilité de circulation dans ce milieu. Mais moi, ce que je vois au niveau de plateforme où on dit opérationnalisation, j'ai lu, ils ont dit qu'ils ont payé 3 sortes d'engins. Il y en a qui vont soulever les conteneurs vides et conteneurs pleins. Il y en a qui vont soulever, comme il y a transfert de conteneurs, il y a une 3e qui se chargera de la manutention, c'est-à-dire uniquement que de conteneurs vides. Donc, je pense que c'est les activités qui ont plutôt démarré. C'est de ça qu'on veut parler en énumérant ces différents facteurs ou ces différentes opportunités qui sont en train de dire. Mais est-ce que à un coût de 130 milliards de francs CFA, est-ce que c'est le résultat attendu? Est-ce que c'est effectivement ce que ça devait porter aux gens? Sans oublier que lorsqu'il y a un projet, c'est parce qu'un projet n'a pas marché qu'il y a un autre projet. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment de... Vous voulez qu'on fasse d'abord le bilan du projet de l'autre avant oui, je pense que de parler d'un autre projet. On avait fait sortir pour désengorger le port autonome de Lomé, on a créé le TP3 pour faciliter les choses. Après, on a créé le terminal du Sahel ici. Et tout ça là, qu'est-ce que cela donne? On n'a pas fait un bilan exhaustif à la population pour dire voilà. Et c'est comme si le terminal du Sahel ne marche plus ou bien c'est totalement abandonné. Quand vous allez, ce n'est plus d'antan comment ça se faisait. Donc, ce port, cette plateforme qu'on vient de créer, est-ce que son attente vis-à-vis de la population, est-ce que là ou bien c'est le gouvernement quand il veut, c'est encore un projet de trop ou bien un projet de plus pour le gouvernement, juste pour plaire aux investisseurs étrangers, pour ne pas dire la Banque mondiale et consorts. Donc voilà ce que peut quand même dire pour moi là-dessus. Louis Kabako, l'objectif, il est clair, industrialiser le Togo. Quand on cherche industrialiser dans le dictionnaire, on va voir la définition simple, mais qu'est-ce qu'on met dans industrialiser chez vous au Togo, concrètement? Mais chez nous, ce que veut l'État togolais, c'est arriver à transformer les produits locaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on aura à produire ici, tous ces produits viviers-là doivent être transformés sur place par les entrepreneurs locaux, par les entreprises locales. C'est vrai que dans l'appel d'offres, quand vous voyez, c'est pour cela que dans l'appel d'offres qui a été lancé, un quota spécial a été réservé en fait aux usines et aux entreprises locales. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on parle de cette volonté-là d'offrir 3000 emplois aux jeunes pour résoudre justement le problème de sous-emploi et du chômage. Ça veut dire que si le projet allait réellement marcher, si le projet devait suivre comme cela tu dois son plan de déroulement, on va finir avec le problème de chômage et de sous-emploi au Togo. Et si vous le permettez, depuis la signature, c'était le 8 juillet 2020, précisément, si je ne me trompe pas. Exactement. Tout va très vite. Hein. On sent ce désir de... oui, c'est quand vous mettez 130 milliards de dollars dans un projet, je pense qu'on doit être sérieux là-dessus. C'est un partenariat signé avec Arise IPP. Ouais.
Donc l'État aujourd'hui n'a pas droit à l'erreur. Il doit sérieusement se mettre au travail pour pouvoir rembourser tout cela et combler les attentes des partenaires. Je pense que c'est pour cela qu'il est à pied d'œuvre. Vous avez vu que l'inauguration, ou bien le lancement, ou bien l'opéralisation de ce secteur d'activité a été présidé en grande pompe par le chef de l'État, même à l'époque, et avec tout son gouvernement. Ça veut dire ce que ça veut dire aujourd'hui, avec des experts, des entreprises, des binationaux qui étaient là. Donc aujourd'hui, le focus est mis sur cela avec notre plan, avec le plan national de développement. Le Togo veut vraiment surfer sur cela pour pouvoir redorer peut-être l'image de son économie qui est peut-être écornée. Voilà, à vous deux la question, et à vous deux, catalyseur de l'économie nationale, cela veut dire quoi concrètement, coach? En quoi? Normalement, ça devait booster l'économie nationale. Mais vous voyez... Vous dites normalement. Qu'est-ce qu'il y a normal? Oui, bon, un catalyseur permet à ce que les choses se fassent plus rapides et plus efficientes que cela. Maintenant, le souci, le Togo, nous on est patriotes. Mais vu tout ce qu'on avait fait, il y a eu des entrepreneurs, il y a tellement de choses, mais jusqu'à présent... Déjà dans la réalisation, il y a eu des avancées, 130 milliards. Cela veut dire que ça va être construire un bâtiment différent, mais pourvoir aux emplois des chômeurs aussi, c'est autre chose. Vous voyez, je dis, il n'y a que Covid-19 et qu'on a besoin des gens sur le terrain. Il y a les sociologues que l'université devait chaque année, mais on n'a même pas été capable de les utiliser pour ces moments où on parle de santé. Quand tu fais la sociologie, il y a sociologie de la santé, où on peut pouvoir l'utiliser, mais on ne l'utilise pas. Maintenant, ceux-là qui vont aller au niveau de plateforme pour faire quoi avec sociologie, c'est au moins quelqu'un qui a fait sociologie industrielle qui peut aller. Mais ce que je suis en train de dire, on ne saisit pas l'occasion pour faire réellement les choses. C'est bien qu'il y ait un bâtiment, c'est bien qu'il y ait le projet, mais la finalité, ce que je suis en train de dire, je n'aurais pas voulu que dans 10 ans ou 15 ans, qu'on retrouve un bâtiment là-bas et que les gens... Parce que souvent, quand il y a un projet, il y a quelqu'un derrière le projet qui va bouffer aussi. Et tout ça là, il faudrait qu'on... Parce que, vous voyez, on parle d'industrialisation où il y a délaissage chaque fois. Le coût de courant est très élevé, même si les gens ne veulent pas admettre. Un jeune entrepreneur qui doit payer 200, 300 000 d'électricité, alors qu'il ne fait que, tu l'as dit, un transformateur local. Et comment il peut subvenir au coût là, et au moment de payer aux gens, le local? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, aujourd'hui au Togo, quand tu es entrepreneur et que tu es un local, pour payer, ne serait qu'une seule personne que tu emploies, il faut au moins vendre et dégager une économie de 200 000. Pour payer 30 000 ou 35 000 à la personne, payer le loyer 20 000 et t'en sortir. Mais si on voit ça, quel Togolais arrive à vendre 500 000 par mois? Nos entrepreneurs locaux qui transportent eux-mêmes leurs produits là pour aller vendre aux gens. Il n'y a pas un mécanisme pour consommer ces gens. Même vous allez voir que au Togo, de l'homme jusqu'à quand on fait promotion des entrepreneurs, quand on vous présentez des entrepreneurs, il n'y a que Tanko Timati et Foufou Miss, les mêmes personnes chaque année qu'on voit. Mais quel nouveau entrepreneur émerge chaque fois pour qu'on dise que les choses marchent? C'est un signe pour dire qu'en fait, ça ne marche pas. Au lieu des 130 milliards, là, moi, j'ai fait un petit cas où je me dis que si on donne 10 millions à chaque entrepreneur, 4 000 par exemple, ça fait 40 milliards, et que les 40 milliards peuvent permettre à l'État de renflouer au moins 400 milliards dans 5 ans. Donc, si on faisait comme ça, je pense que au lieu de concentrer le problème sur uniquement le budget sur les bâtiments et les experts, on n'a qu'à aller voir les gens pour voir qu'est-ce que vous avez besoin. Et on va régler. Vous voyez, même les projets agricoles actuellement, là, vous allez voir, on n'associe même pas les vrais agriculteurs. Il y a les experts, ils sont là, ils discutent, Banque mondiale veut quoi, et puis, sans aller voir le vrai agriculteur, monsieur, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous faire? Comment est-ce que ça peut évoluer? Parce que jusqu'à présent, on nous a dit à l'école de 70 à 80% des Togolais sont agriculteurs. Pour booster ça, il faudrait sûrement leur donner les moyens. Mais on a créé encore. Donc c'est pour dire que la venue de... ou bien l'opéralisation de la PIA, c'est une bonne chose. Mais c'est la suite qui importe beaucoup. Pour que ça ne soit pas encore un projet qui ira dans les tiroirs de quelques années. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour finir concrètement de ce projet? Et on a l'impression, comme coach l'a dit, que le projet est plus intellectuel
Non, mais pas trop intellectuel. On ne touche pas la cible même, comme il a dit. Non, la cible, elle est touchée. Je crois l'avoir dit que la primauté est donnée aux transformateurs locaux. Ça veut dire qu'on veut permettre en fait à tous ces jeunes-là, surtout... Ou bien c'est sélectionné. Si pas sélectionné. Je ne pense pas qu'on est dans une vision ségrégationniste. Non, je ne pense pas. Mais le problème, c'est-à-dire que M. Akleso a soulevé quelque chose d'important sur lequel je voudrais revenir. C'est-à-dire que c'est le déficit de ce qu'on peut appeler une main-d'œuvre qualifiée. Est-ce qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs locaux ont vraiment la trempe de quelqu'un ou bien de ceux-là qui peuvent transformer, qui peuvent faire rêver là-bas à Pia? Et ça, forcément, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute à qui alors? Ah oui, il faut les former également. Mais eux-mêmes, ils peuvent demander des formations. Et coach Akleso, il est là pour ça. Je crois que c'est une partie coach, de... Ça fait partie. Ça fait partie. Moi, je veux créer au moins 10 entreprises à 10 jeunes entrepreneurs. Moi, je leur dis bien évidemment. C'est pour ça qu'il est là. Et ceux qui ne connaissent pas coach, forcément. Non, il y a beaucoup de coachs. Il n'y a pas que coach Akleso, il y a beaucoup. Il n'y a pas que les coachs. L'État aussi peut faire son boulot. Les formations, ça se donne un peu partout. Il suffit juste de savoir ce que tu cherches. L'État peut envoyer des coachs dans les villages aussi pour former. Non, ce qu'il est en train de dire, la gratuité là qui n'est pas bien. Il faudrait que les gens même financent. Et ceux qui n'ont pas de moyens, coach? Comment ça? Ça dit que ceux qui n'ont pas forcément de moyens. Non, comme tu me dis, quelqu'un veut aller au champ, il dit qu'il n'a pas de Il n'a pas de où. Ça dit que tout cela entre en fait dans le processus d'entrepreneuriat. Tu ne peux pas t'entreprendre et ne pas connaître les b.a.-ba ou bien les rudimentaires de ce que tu veux faire. Donc, aujourd'hui, il faudrait que les gens se forment. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont fait, sauf que sur la scène, quand vous regardez, il n'y a que les mêmes choses, les mêmes têtes qui reviennent parfois. Et là aussi, quand tu analyses, c'est là où tu vas comprendre le Togo. C'est-à-dire qu'on a décidé d'émerger certains et de toujours faire sombrer d'autres. Et ça, c'est aussi, c'est le typique togolais. Malheureusement, c'est ça. Donc, quand aujourd'hui on parle de main-d'œuvre qualifiée, on n'en a pas. Simple marquage au sol. Nous, on n'arrive pas correctement à le faire. Les routes, les dos d'âne qu'on nous met, on est obligé de les refaire à chaque saison. Les feux de signalisation, on les met en marche, qui sont en panne à chaque moment. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que fait la main-d'œuvre locale, quand vous voyez ce que fait l'entrepreneur local, vous allez juste vous interroger sur sa pertinence et sur son expertise. C'est pour cela que je dis. C'est vrai que Pia, aujourd'hui, beaucoup de gens tentent de dire que c'est une zone franche bis. Parce que tout ce qui se fait là-bas se fait déjà ailleurs, surtout qu'on ne parle pas de port sec. On sait déjà ce que fait Togo Terminal et consorts. Maintenant, aujourd'hui, on veut promouvoir en fait l'entrepreneuriat national et il va falloir justement que ceux-là qui doivent piloter ce projet-là regardent également ce côté. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Merci également à vous, consultants et coachs en politique et en entrepreneuriat. Il s'agit de coach Kwame V. Akleso Isso. Merci également à vous pour l'attention particulière. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent.